Bien, si Cognac j'ai prêt. Bienvenue à toutes et à tous, chers collègues, sur le conseil municipal de Buton. Je salue nos téléspectateurs fidèles, puisqu'on a toujours qui en nombre suivent a posteriori le débat. Et je voudrais introduire ce conseil municipal pour saluer, à la fois saluer quelqu'un et vous inviter. Puisque Yann, qui est à la régie, a commis un merveilleux film à l'occasion de la cérémonie du 5 septembre, qui est orchestré par notre ami Coletier, entre autres. Et je vous invite à aller sur le site. C'est un de nos plus beaux films, mon cher Yann, et je voulais vraiment le dire ici publiquement, en ce conseil, et inviter l'ensemble des élus qui ne l'auraient pas vu, et les jeter un œil. Vraiment, je trouve que ça relate bien ce qu'était l'atmosphère et le ton de cette belle journée. Yann, au nom du conseil municipal, je voulais vous remercier et saluer. Je sais que vous avez passé beaucoup de temps, parce que vous y avez apporté votre touche, et personnellement, j'ai beaucoup apprécié la qualité de ce film qui restera dans la mémoire des pays d'Auxois, parce que nous y avons reçu plusieurs milliers de nos concitoyens. J'ai presque envie de regarder la salle, tous ceux que je vois ici, je crois que nous avons croisé cette belle cérémonie, ces deux belles journées de Saint-Paul. Pour commencer cette séance, des pouvoirs, M. Masson donne pouvoir à Mme Rouchon, M. Ducidour donne pouvoir à M. Pratola, Mme Corne donne le pouvoir à M. Robert, et enfin M. Gastrin donne pouvoir, sans surprise, à M. de Mérignac, si les uns et les autres acceptent. Et M. Pafoureau me donne un pouvoir à... Alors, ils m'ont échappé. Tu m'as dit que si je voulais prendre bon, je ne les ai pas, mais si le conseil l'accepte et que nous retrouvons les documents, donc Mme Mondardet, vous allez pouvoir vous en souvenir, M. Lecomte. Bon. Et M. Pafoureau, Mme Moreau, vous avez appelé. Alors, sous réserve pour le futur secrétaire de séance, qui nous appartient de désigner, et on ne change pas l'équipe qui gagne, Mme Bachelet. Je le dis d'autant plus que si le conseil municipal en est d'accord, et j'espère que M. Pratola et les représentants de l'opposition apprécieront, nous avons le compte rendu du dernier conseil municipal, comme quoi c'était possible, et comme c'était une de vos demandes et un engagement que la majorité avait prise, je remercie les services et Martine, ce qui a permis ainsi d'être dans un tempo qui était une de vos exigences, et vous avez fait confiance lors de l'adoption du règlement intérieur. Je vous en sais gré. C'est un des premiers points. Il y en a un second. On avait dit à l'épreuve du temps, notamment sur l'invitation des présidents à préparer les séances et l'envoi. On se donne un tout petit peu de temps, comme nous en étions convenus, pour vérifier si les délais que nous nous sommes impartis dans le règlement intérieur restent bon tempo. Donc, première délibération portant sur l'approbation du procédé verbal du 25 septembre. Y a-t-il des questions concernant ce compte rendu? Il n'y en a pas. Je le mets au convoi. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions à l'unanimité? Je vous remercie. Le premier sujet de fond que nous traitons ce soir, il avait déjà été évoqué à la faveur d'un précédent conseil municipal, puisqu'il porte sur la décision que doit prendre, l'avis que doit émettre le conseil municipal concernant l'avenir de nos intercommunalités. Nous avions eu un premier débat entre nous, l'ensemble des composants du conseil municipal s'étaient prononcés, et nous avons souhaité aujourd'hui, majorité municipale, accélérer le calendrier afin que nous émettions un avis, puisque je rappelle que la carte qui a été émise par le préfet de région, dans laquelle je rappelle ce qui est décidé aujourd'hui, c'est que la communauté d'agglomération Moulins-Val-de-Seine fusionne avec la communauté de communes Sénécole, qui regroupe Saint-Fargeau, Ponthierry et Pringy, et puisque nous en avions parlé à l'époque, mais qui ne prévoit pas de rapprochement avec le SAN de Sénart, puisque dans une carte, j'en suis désolé que le public n'a pas, mais je vais retrouver,
il était prévu un regroupement pour le sein de Sénart, comme nous l'avions évoqué, qui va de l'Artajonais en Essonne, en passant par le Val d'Orge, on va jusqu'au nord d'Évry, ensuite Grigny, et ensuite Évry, enfin les deux Sannes, Sannes-Essonne et le Sanne de Sénart. Soit dans cette première carte qui a été dessinée par ce qu'on appelle la CRCI, donc à l'initiative du préfet de région, donc la Commission régionale de coopération intercommunale, un bassin de population qui représenterait 532 000 habitants. Je rappelle que la loi dite MAPTAM prévoit donc qu'il y ait des regroupements qui permettent de constituer des territoires unifiés à hauteur de 200 000 habitants. Mais la loi permet aussi ce qu'on appelle des dérogations dès lors qu'elles sont d'une part demandées par les regroupements intercommunaux et validées par le préfet du département. Dans l'hypothèse qui nous concerne Melun-Val-de-Seine, de ce rapprochement avec la communauté de communes Sénécole, nous arriverions à un bassin de population d'environ 125 400 habitants. Nous sommes en deçà des 200 000, mais c'est une dérogation qui est autorisée. Et de vous dire aujourd'hui que la communauté de communes Sénécole a émis un avis positif, en tout cas les élus qui la représentent, pour un rapprochement avec Melun-Val-de-Seine. Pour autant, donc, nous avions, depuis que la réunion, la CRCI, qu'on appelle, s'est réunie, que je ne dise pas de bêtises, excusez-moi, je recherche la date, donc le 5 septembre 2014, les communes, et non pas la communauté d'agglomération Melun-Val-de-Seine, doivent se prononcer sur ce schéma. Ensuite, la commission se réunit et c'est à la majorité des 3/5 qu'elle vote en considérant les positions des communes pour valider ou infirmer cette cartographie. Nous vous l'avions dit lors d'un précédent débat, et je ne crois pas me tromper en disant à l'unanimité du conseil municipal, nous considérons que notre avenir, s'il est avec Saint-Fargeau-Pontier-Pringy, il est aussi avec le Nord. Et que nombre de grands dossiers, de voies naturelles, de projets, militent en faveur de ce rapprochement. Je ne vais pas les reciter, mais tout de même, l'hôpital public, qui se dessine et qui est en chantier, le député, c'est un projet qui a été pensé avec nos amis du sein de Sénart. Si je prends les sujets touchant à la desserte des transports en commun, au TZN et aux futures accessibilités jusqu'à la gare de Melun, si je prends des dossiers comme le Saint-Pave, qui est un syndicat qui regroupe plusieurs communes et collectivités autour du devenir de la SNECMA, si j'évoque aussi, même si c'est dans un temps long, le projet d'une gare d'interconnexion à la frontière entre le Sanne de Sénart et nous, bref, et enfin les flux quotidiens qui existent au-delà du trafic routier, mais entre, je dirais, Carré-Sénart, qui est un haut lieu du commerce, dont Melun souffre, il faut le dire, mais au-delà de Melun même. Et à l'inverse, un certain nombre de Sénartais qui viennent pratiquer le sport ou qui viennent assister au spectacle. Enfin, les flux professionnels, de nombre de personnes qui viennent soit travailler dans le parc d'activité de Volpénil, ou qui, par exemple, travaillent Sanne-Sénart. Bref, pour toutes ces raisons, pour faire court, il est proposé au Conseil ce soir de se prononcer par la négative. Cependant, et que les conseillers, ceux qui me sont proches d'abord, et nos collègues de l'opposition ne m'en veuillent pas, je voudrais vous suggérer un amendement sur la délibération telle qu'elle est formulée aujourd'hui, qui pour le grand public donnerait que le Conseil, après en avoir délibéré, donne ou émet un avis défavorable au projet de schéma de coopération intercommunale arrêté le 28 août et le 5 septembre 2014, qui disloque une logique territoriale avec le Sanne de Sénart, qui ne demande qu'à s'affirmer. Si je vous propose un amendement que je vous lirai, c'est parce que les lignes bougent. J'ai eu encore au téléphone cet après-midi le président du Sanne de Sénart. J'ai eu aussi des entretiens avec quelques maires de l'Essonne
de Sénénard, de Mme Val-de-Seine. Et enfin, j'ai vu longuement ce soir le président Vogel pour évoquer cette situation. D'autant que je dois savoir que l'essentiel des communes de Mme Val-de-Seine vont se prononcer sur un oui, mais je vous l'expliquerai. Et je pense que le SAM de Sénart va rejeter dans son ensemble le schéma qui est conçu. Pourquoi ? Le SAM de Sénart va demander une dérogation, c'est-à-dire de décrocher de ce qu'on appelle ici le pôle métropolitain, pour ne pas être absorbé par, je dirais, l'Essonne, pour dire. Je sais aussi qu'un certain nombre de maires essonniens s'interrogent qu'il y a quand même des séparations physiques entre l'Essonne et la Seine-et-Marne, on renoue avec la fameuse Seine-Oise, qui pourrait conduire un certain nombre à se reposer la question. La proposition que je vous fais est la suivante, c'est de confirmer notre refus du schéma tel qu'il est, mais en revanche, et pour en avoir parlé avec les deux présidents, c'est de soutenir la demande de dérogation du SAM de Sénart, sans quoi, pour nous, il n'y aurait plus aucune perspective d'une coopération s'ils sont absorbés, mais un soutien conditionné au fait qu'il y ait très vite, et j'ai eu un engagement oral des deux présidents, qu'il y ait une réunion des exécutifs des deux établissements publics, les EPCI comme on les appelle, afin de déterminer un certain nombre de projets ou de chantiers opérationnels, et des éléments concrets d'une coopération renforcée. J'aurais pu rajouter le développement universitaire, c'est qu'il y a une école d'ingénieurs qui va sortir de terre, je crois que c'est Lieu-Saint, si je ne dis pas de bêtises, alors que nous-mêmes, nous réfléchissons sur notre territoire à d'autres projets universitaires qui, au-delà de Paris 1, nous conduiraient peut-être à des coopérations avec Paris 6, donc sur le volet peut-être plus scientifique, médical, paramédical. Et c'est à cette condition que je vous propose de mettre à la fois un non, mais, je vous lirai la formulation que je vous propose, et cette coopération renforcée, et viserait à ce que nous tendions vers la fusion. Pourquoi cette proposition ? Et c'est en cohérence avec ce que nous avons pu adopter ici et débattre. Nous avons contesté dans le texte voté par le législateur un point qui était le temps dévolu pour permettre ces renforcements. Je prends l'exemple de ce qui va se faire avec Saint-Fargeau-Ponthierry. Il y a un début de travail sur l'impact de ce rapprochement, car il y a des compétences qui sont chez l'un qui ne sont pas chez l'autre. Il nous faut nous rapprocher pour harmoniser nos fiscalités. Il nous faut évoquer les questions des transferts de compétences, mais aussi de personnel. Bref, tout ceci ne se fait pas en quelques semaines, il faut du temps. Donc, oui à l'esprit de la loi, c'est-à-dire visant à réformer la France sur le plan territorial pour avoir des tailles plus critiques et des coopérations plus efficaces et intelligentes, mais il faut un peu plus de temps. Je ne pense pas qu'il faille des années, mais je pense qu'une année supplémentaire eût été utile, puisqu'en fait on va prendre une décision en 15, elle s'imposerait au 1er janvier 2016, là où nous pensons que la perspective du 1er janvier 2017 permettrait de travailler plus sérieusement. D'où la proposition que je vous adresse, donc pardon mes collègues, parce que je le dis ici, je n'ai pas eu le temps, on a beaucoup débattu, mais je ne pense pas trahir ce qu'était notre position, et qui compléterait ce que je viens de lire par donc un avis défavorable, et soutient la demande de dérogation du SAM de Sénart afin d'initier une coopération renforcée qui permettrait à terme une fusion de nos intercommunalités. C'est ainsi que je vous propose de compléter la délibération, excusez le fait de le faire au dernier moment, mais voilà, les discussions sont en cours et voilà, cette proposition résulte aussi de discussions qui se sont tenues, pour tout dire, d'un déjeuner qui s'est tenu aujourd'hui entre Louis Vogel, le président de notre agglomération, et Michel Bisson, le président du CNDC. Voilà la proposition que je vous adresse. Maintenant, le débat est ouvert. Si vous avez des questions, des propositions, des amendements sur le texte, mais aussi sur l'amendement que je vous ai soumis. Marie-Christophe, vous avez la parole.
Pierre, écoute, je te remercie. Je t'avais déjà alerté effectivement en 2008 sur ce sujet. Je suis effectivement très fière de cette position. Je te soutiens pleinement parce que on était très en danger sur ce premier découpage qui visait à nous éloigner totalement de l'activité économique, de toute façon, du Grand Paris. Donc, merci. Merci de cette proposition. Merci beaucoup. Y a-t-il d'autres... Monsieur Pratola, excusez-moi. Dans nos conférences que nous avons eues dans les conseils municipaux, nous avons fait la remarque que la l'eau n'était pas vivable si elle restait dans cette position-là, donc nous approuvons cette position. Jean Segré, ça aura du poids au sein de la loi. Je pense que la position unanime du Conseil, au-delà de nos affinités, nos sensibilités, je l'espère, permettra de peser. Je vais vous donner la parole à Madame Farcé. Oui. C'est que je pense que c'est l'exemple même de la capacité dans un pays en crise, quelquefois, à surmonter des positions qui répondent à des logiques purement politiciennes ou à des enjeux que j'appellerais picrocolins, c'est-à-dire qui ne dépassent pas le seuil de sa commune. Je dis avec un peu de gravité parce que ça peut sembler très administratif et technique. Ce qu'on est en train de dessiner, c'est l'avenir de nos enfants. C'est à quelle échelle, où, comment nos enfants, où iront-ils étudier, où iront-ils travailler, quelles vont être les capacités d'investissement, je pense, au RERD. Nos destins sont liés, si on veut peser à l'échelle du Grand Paris. Si on veut demain que l'Agence régionale de santé révise sa position sur le niveau d'investissement qu'elle va consentir sur le partenariat public-privé, quand je disais l'hôpital public, il est à la fois, je le rappelle, il y a un volet public, et ensuite il y a les cliniques qui sont rapprochées. Et l'ARS, dans les décisions qu'elle prend et qu'elle doit prendre, il y a des choses où il y a des incertitudes. Pour vous représenter maintenant au conseil de surveillance de l'hôpital, il y a encore quelques batailles à mener. Donc la taille et le poids politique aura son importance. Et c'est ce que j'expliquais à Michel Bisson, qui, pour tout dire et être transparent, s'étonnait de notre position, considérant que si nous votions oui, ça lui permettait de conforter sa position. Je lui ai dit que s'il y avait unanimité des communes de l'agglomération, il y avait un risque qu'on considère comme actée et acquis définitivement la carte qui était soumise. Ça ne présage pas de l'issue. D'autant que si nous avons bon espoir que la commission rejette, réunissant les 3/4 des élus présents, puisqu'il y a énormément de votes négatifs, quasiment unanimes dans la cartographie, pour autant, la décision finale appartiendra à l'État. Je tiens à le préciser. Il n'y a pas, comme l'avait dit une fois Madame Plat, de consultation démocratique sur ce sujet. On est dans des logiques, à une exception près. C'est quand même le législateur qui a été saisi même dans un temps court, donc la représentation nationale. Pour autant, elle décide du destin des territoires, donc de nos concitoyens, et comme vous, je regrette que le temps n'est pas permis, et nous proposerons début janvier une réunion publique, comme vous l'avez suggéré, qui je l'espère permettra de faire un temps un peu de pédagogie et pour nos concitoyens, parce que c'est très techno, mais c'est très concret. Donc merci de ce vote, en tout cas de cette position, parce qu'elle va peser demain, j'espère, sur les positions d'un certain nombre de communes. Je le dis, les lignes bougent un peu. Je reste moyennement optimiste, mais quand même, que les deux présidents se parlent, décident aujourd'hui d'une coopération renforcée. Je voudrais aussi évoquer la position du préfet de notre département, qui alors est récemment arrivé, donc il faut lui laisser le temps aussi de prendre toute la mesure, mais il y a eu la semaine dernière une réunion des maires des cantons de Melun, qui n'en sont plus qu'un maintenant, et nous avons senti chez le préfet quelques interrogations sur la carte telle qu'elle était dessinée aujourd'hui. Lui-même arrivant de sa lointaine réunion, ne comprenant pas que deux territoires de 123 000 et de 110 000, si je ne m'abuse, et alors même que dans le schéma directeur régional, tout concourait à ce que nous coopérions, on ait dessiné un tel schéma de séparation. Il faut continuer à mener la bataille. Je proposerai que nous ayons une expression publique, en ce qui nous concerne, à l'endroit de la presse et au prochain conseil communautaire, pour motiver la décision qui,
qui, je l'espère, devrait être unanime du conseil municipal. Madame Berger, je vous donne la parole. Nous, au nom de mon groupe, nous soutiendrons ces positions, mais je souhaiterais faire une déclaration qui rappellera quand même quelques principes de fond sur lesquels on est très attachés. La réforme territoriale a vécu un grand tournant avec la loi de 1992, instaurant la liberté de négociation et d'association entre les communes qui souhaitaient établir des partenariats durables entre elles. Beaucoup de communes s'en emparèrent en créant des communautés de communes, d'agglos, ce qui fut notre cas, ou urbaines. À ce moment-là, le mariage forcé était exclu. La réforme territoriale proposée par le gouvernement Valls veut imposer aux intercommunalités des contraintes statistiques en rupture avec les dynamiques existantes. Réduire le nombre de structures, d'élus, de fonctionnaires, en fait, réduire la démocratie apparaît avoir été l'objectif principal présidant à l'élaboration de cette loi. En regroupant les communautés d'agglomération sans trop de ménagement d'ailleurs, le gouvernement veut éloigner un peu plus le citoyen des centres de décision, citoyens que l'on s'est bien gardé de consulter. Le problème, ce n'est pas d'être pour ou contre une réforme territoriale, mais d'en définir le sens, les objectifs, et de regarder si les moyens sont à disposition pour avoir une réforme de progrès social et pas une réforme de gain de production. C'est pourquoi le groupe tient à réaffirmer le service public, c'est le bien commun et la solidarité, et quand il ne reste plus rien, il doit rester ça. C'est ce qui est remis en cause à travers cette réforme territoriale. Il faut faire en sorte que la question des services publics appartienne à la fois à ceux qui ont en charge d'assurer ces missions et à la population. Merci. Remarque. J'ai ramené. Ce commentaire un peu personnel. Faut-il que je relise le petit additif ou est-ce que ça vous va dans l'esprit à l'autre? D'accord. Je mets au voix donc, nous serons les premiers, si je ne m'abuse, à la sorte. Y a-t-il des contre, des abstentions? À l'unanimité, nous pouvons être fiers collectivement de cette délibération. Puisque nous en sommes à l'actualité communautaire, je cède la parole à Anselme Manassari, puisqu'il s'agit maintenant, après que le conseil communautaire est installé, de désigner des représentants de la commune dans différentes commissions et instances communautaires. Vous avez la parole, M. Manassari. Merci, Philbert. Donc il s'agit de la désignation des membres aux commissions, des comités consultatifs et de la communauté. Donc il y a 3 commissions où seuls les élus communautaires peuvent participer. Donc les 3 commissions qui sont la commission finance et de mutualisation des services, la commission d'évaluation des transferts de charges et la commission d'accessibilité aux handicapés. Donc ça, seuls les élus communautaires peuvent participer. Et entre autres, il y a 9 comités consultatifs. Donc est-ce que je donne la liste pour revoir si jamais... Donc commission des finances et de la mutualisation des services. Donc M. Anselme Manassari et M. Tafour. Commission intercommunale pour l'accessibilité aux personnes handicapées, Patricia Rouchon et Ginette Moreau, suppléantes. Commission d'évaluation des transferts de charges, 2 titulaires, M. Anselme Manassari et Alain Tafour. Et comme suppléant, Patricia Rouchon et Ginette Moreau. Concernant le comité habitat, donc là c'est un comité, ce n'est plus une commission, donc c'est ouvert aux membres de l'opposition et de la majorité. Donc, M. Jean-Louis Masson, Mme Ginette Moreau, Mme Annie Mollereau, Mlle Charlène Pellecca et Laurent Robert. M. Laurent Robert. Oui, parce que je me permets de préciser, c'est comme était M. Manassari, c'est que, je dois dire, à l'initiative de la ville de Volpény, mais aussi de groupes politiques qui sont représentés à la communauté, il y a eu aussi un grand progrès qui a été fait dans le règlement intérieur de la communauté, qui a été comme chez nous adopté à l'unanimité, et dans lequel désormais, et on a mené la bataille, je dis, on n'a pas toujours été mais désormais, sur l'ensemble de ces commissions, elles seront ouvertes à l'opposition municipale. Je pense que nous avons tout à gagner à ce que, voilà, dans la richesse de nos débats et à l'aune de la décision qu'on vient de prendre. Donc l'opposition, dans les noms qu'on cite, a adressé des noms qui seront des membres de plein droit de ces comités consultatifs. Pardon, je suis Donc comité politique de la ville, Patricia Rouchon, Dominique Gastrin, Françoise Vétins, Martial Devos, Laurent Robert. Comité gens du voyage, Patricia Rouchon, Martine Bachelet, Colette Lec, Marie-Christophe Grimacos, Claudie Padola. Comité mobilité et transport, Colette Lec, Jean-Louis Masson, Didier Villard, Henri Reyes, Chantal Barnès.
Comité assainissement, Alain Tafoureau, Laurent Box-Lembourg, Olivier Jacquot, Marcel Devol, Laurent Robert. Comité environnement et développement durable, Martine Bachelet, Jean-Louis Masson, Marie-Christophe Dumalcos, Didier Villard, Françoise Corne. Comité sport et culture, Stéphane Vallier, Olivier Jacob, Dominique Lastrin, Henri Mérignac, Lionel Dusidour. Comité enseignement supérieur, Colette Lec, Alain Tafoureau, Fatima Berkane-Zidani, Véronique Loquin, Chantal Barès. Avons-nous oublié quelqu'un? Vous avez laissé quelqu'un? On n'a pas oublié d'Impair. Y a-t-il des questions concernant cette délibération? Monsieur Bonneval, c'est pas une question que vous n'avez pas citée, ça n'a pas beaucoup d'importance peut-être, mais je pense que oui. Le comité de développement économique et aménagement. vous avez raison. Pourquoi tu as voulu cacher le comité économique en cette Oui, mais le comité de développement économique, c'était. Vous voulez vérifier les attendez, monsieur Robert, si vous suivez. Donc Fatima Berkane-Zidani, Chantal Malmassari, Alain Tafoureau, Philippe Esprit. On va essayer, hein, mais bon, voilà, on fait quelques jets. Y a-t-il des questions concernant d'autres points? Alors, j'ai pas vu une question municipale. Comment? Si, j'ai cité. Ah, alors qui est à l'écho chez vous? C'est M. Trottola. Alors, moi je me permets de dire une chose, ça vaut pour l'ensemble des élus que nous sommes. Ce qui a toujours fait la force de Volpéline, c'est que je pense qu'avec une ou deux petites communes, nous étions les plus, je veux dire désormais, les mieux représentés. Et vraiment, je nous invite, pour ceux qui sont inscrits dans ces comités, à s'engager et à être présents. Ces comités consultatifs, ça compte. Et le poids de la ville, il est aussi intimement lié à notre capacité à être en nombre. Et lorsque de besoin, je le dis ici, peut-être nous verrons-nous avant sur des positions à adopter au nom de la ville. Alors on peut avoir des désaccords, c'est la liberté de chaque élu. Mais peut-être que sur certains sujets, il faudra qu'on se concerte, comme on l'a fait tout à l'heure, pour peser. Mais vraiment, je me permets d'insister, c'est un engagement important que de s'inscrire sur ces comités pour bien représenter notre ville. Hein. Voilà. Je sanctionnerai les absents. Je ne sais pas comment, mais... Voilà, et voilà, ça fera des bouches. Il y aura des PV. Alors, je mets en place cette délibération brillamment rapportée par M. Malmassari, qui avait passé la liste tout seul. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? À l'unanimité, je vous en sais gré. Alors, il semble, M. Malmassari, que vous ayez une affection toute particulière pour les jeunes sapeurs-pompiers qui ont frappé à notre porte depuis 2 ans. Hein, bon, 2 ans. Il n'est jamais trop tard, vous avez la parole. Voilà, donc il s'agit d'attribuer une subvention à la section jeunes sapeurs-pompiers de Melun, dont il y a plusieurs jeunes bénévoles à l'intérieur de cette association. Donc on propose de subventionner à hauteur de 200 €. Voilà. Quelqu'un dans le public qui, je crois, est l'heureux papa de l'un de ces jeunes sapeurs-pompiers me dit qu'ils sont toujours 2. Et pour être très concret, il s'agit en fait d'aider aussi les familles, parce que derrière, il y a des vêtements de pompiers, comme on dit, et tout ça coûte un peu d'argent. Donc voilà, ce sont ceux qui un jour nous protégeront peut-être. Y a-t-il des questions concernant les jeunes sapeurs-pompiers? Je ne sais pas, est-ce que sur les sapeurs-pompiers vous avez... Non, je suis présent. N'empêche que des fois on a besoin d'eux. On a souvent besoin d'eux. Et bientôt c'est les calendriers, hein? Je mets au voie cette délibération. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions à l'unanimité? Je vous remercie. Du feu à la course, il n'est qu'un point. Et donc, M. Malmassari, toujours pour une subvention exceptionnelle. Donc c'est une subvention exceptionnelle qui est due à la section d'athlétisme pour l'organisation de la course verte, qui a eu lieu en 2014. Oui. Hein. Et donc on verse une subvention de 500 €. Vous savez, j'ai regretté qu'il n'y ait pas davantage d'élus pour courir, si vous voyez ce que je veux dire. Ça a été une très belle manifestation organisée par le club, hein, la coulée verte, qui s'est tenue en mai dernier. Voilà. Et donc j'ai pris l'engagement devant le président qu'au moins 50% des élus du conseil municipal courraient l'année prochaine. Voilà, je suis désolé, vous êtes tombé dedans, vous êtes dans les 50%. Donc, à vos tennis et à vos shorts, et puis ce mec, Mme Rayet, s'arrête de remporter toutes les coupes et de me doubler surtout dès le 2e kilomètre. Et puis, il faudra leur dire que dans la programmation, ils ne fassent pas ça le jour où c'est la finale du championnat de France de rugby. On va y aller.
La date est déjà arrêtée, je crois, monsieur. Oui, c'est Voilà. de la finale, je veux dire. J'ai bien compris. Et puis sur réserve que ce soit un club du sud-ouest. Du sud-est, pardon. Alors je mets au voie cette subvention exceptionnelle au club d'athlétisme qui permettait en fait, c'était l'engagement de la ville, de combler le léger déficit puisqu'ils avaient pour l'essentiel pris en charge l'ensemble des frais de mettre à disposition que la buissonnière et quelques moyens techniques et les œuvres de nos personnels. Je mets au voie, y a-t-il des voix contre? Des abstentions? À l'unanimité, je vous remercie. Sport toujours pour M. Mannassari sur les subventions aux associations sportives. C'est l'attribution de subventions aux associations sportives pour 2014. Donc, vous savez qu'on le fait en 2 étapes. Donc là, c'est le solde des subventions. Mais le montant total, c'est bien le montant total de la subvention. Vous verrez que ça fait important. On vous l'expliquera après. On l'expliquera après. À son importance. Voilà. C'est pour qu'il vous ait demandé d'approuver ce montant de subvention. Pour le public, je suis d'avis qu'on mentionne les montants, c'est des gens dans la salle, et je trouve ça bien que vous sachiez, Donc, chacun l'association, quel est le montant qui est accordé. pour l'athlétisme, 7 850 €, le basket, 13 750 €, le cyclotourisme, 850 €, la gymnastique rythmique, 2400 €, gymnastique volontaire, 500 €, le judo, 10 300 €, le karaté, 1800 €, la pétanque, 750 €, le football, 14 450 €, le tennis, 1000 €, le tennis de table, 2350 €, le volleyball, 4250 €, le yoga, 750 €, le moto, 1650 € et le saut de canin, 750 €. Voilà, pour les montants qui sont attribués, souvent les mêmes montants de longue date. Je crois qu'on a voté. Non. Alors, je laisse vous voir ces subventions, y a-t-il des voix contre? Des abstentions? À l'unanimité, je vous remercie. Toujours M. Malmassari, maintenant nous passons. Non, que dis-je aussi? Toujours M. Malmassari. Monsieur répète Mme Fadilani. Je ne sais pas si. Qu'est-ce qui vous fait plaisir, Ah madame? non, mais. Si, je pense que je vais modifier ce qui est inscrit sur les tablettes. Et Mme Giuliani, vous avez la parole. Si vous l'acceptez, puis on complétera si besoin. Je vous prends l'improviste sur l'avenant au bail commercial avec notre fleuriste du centre-ville. Vous avez la parole, Mme Giuliani. Oui, alors il vous est proposé dans cette délibération d'accepter de passer un avenant, un 3e avenant au contrat de bail avec la fleuriste. Nous avions l'année dernière, au 31 octobre, décidé de moduler en fait le loyer de ce commerce compte tenu de son exploitation et compte tenu de ses résultats. Et aujourd'hui, on vous demande finalement de ne pas revenir sur le loyer initial, mais de rester sur le montant du loyer de l'année dernière. Soit le montant de 654 € hors taxe. Je ne ferai pas les questions et les réponses, M. Tratola. M. Tratola va certainement avoir une avis dans la question. Alors, avant, on savait qu'il y aurait une question. C'est Robert peut-être ou M. Tratola? Vous avez fini, Mme Giuliani, pardon. Oui. Voilà, alors préparez-vous. Vous avez déjà la réponse écrite. M. Tratola, vous avez la. Non, nous n'avons pas de questions à poser parce que c'est une reconduction, mais on s'est posé la question pour savoir si on allait demander à Mme Giuliani si elle avait une question pour moi. Voilà. J'ai encore Mais vous l'avez senti. Alors là, on s'est fait piéger. Bien, donc voilà, il s'agit de continuer à soutenir. Je rappelle que c'est un local municipal. Depuis que nous avons baissé le loyer, nous avons soumis, je crois, de 100 €, Mme Giuliani. C'est ça. Voilà, ça lui a permis, je crois, parce que on avait accédé au bilan la dernière fois parce qu'il demandait un effort à la commune. Et là, on proroge d'une année lui permettant de savoir dans quel état d'esprit, quelles sont ses intentions. J'ai bon espoir dans la mesure où, et c'est pas une bonne nouvelle, mais c'est ainsi la fleuriste qui est installée au Moustier donc arrête son activité demain, si je ne m'abuse. C'est ça, oui. Demain. Voilà, donc j'espère que ça profitera aussi à la fleuriste du centre-ville. Et je trouve que quand même c'est un vrai supplément d'âme et un plus au sein de notre commune. Donc n'hésitez pas, quand vous achetez des fleurs, à venir à Montpellier. Je sais qu'à Melun, des fois, elles sont un tout petit peu moins chères dans certains lieux. Et c'est important que nous soyons aux côtés de nos commerçants. Je vous sais tous très amoureux. Donc messieurs dans la salle, vous irez dès demain acheter une jolie rose. Une rose bleue. Un bouquet, c'est vrai.
Je mets au voie cette délibération. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? Vive la rose. Alors, on va revenir à monsieur Malmasseri quand il s'agit de remboursement. Oui, Vous avez cassé des lunettes, monsieur Malmasseri. il suffit de rembourser un remboursement des prix de lunettes qui est survenu lors des activités périscolaires. C'est un montant de 77,26 €, qui correspond au remplacement du matériel. C'est la franchise, c'est la franchise assurance des parents. 77,26 €. Voilà, parce que la responsabilité n'était pas claire et la nôtre pouvait être engagée. Donc voilà, on déversera 77 € pour rembourser les lunettes de ce petit garçon turbulent. Mais non, c'est de notre faute, alors je me permets de dire qu'il était turbulent, qui était pour rien. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? À l'unanimité, je vous remercie. Toujours M. Malmasseri sur l'appel pour obtenir le fonds de concours de la communauté d'agglomération. Oui, vous savez que la communauté verse un fonds de concours pour les équipements qui possèdent une vocation communautaire, donc c'est le cas de notre bibliothèque et de notre école de musique. Donc la bibliothèque, le montant du fonds de concours est de 54 692 €, et pour l'école de musique, il est de 12 973 €. Donc je vous ai demandé d'accepter cette délibération et d'injecter ce montant. C'est le montant. Y a-t-il des questions concernant ce fonds de concours qui vient de la communauté d'agglomération? On se souvient que je me félicite et je félicite les élus toujours du grand activisme autour de la bibliothèque, dont l'activité continue à croître. Et je rappelle qu'il nous avait fallu prendre une décision un peu douloureuse devant l'augmentation de la fréquentation, c'est que comme nous sommes soutenus par la communauté d'agglomération, nous avions dû un peu le mort dans l'âme pour regarder des effectifs, mais aussi des conditions de sécurité, ne plus autoriser, je l'espère provisoirement, un jour on y arrivera, aux habitants qui ne sont pas de la communauté d'agglomération, qui avaient un autre tarif, mais les conditions n'étaient plus réunies, donc je le dis ici, parce que c'est Mme Moreau-Lapauve qui avait assumé. Il y a une vingtaine de familles qui, malheureusement, pour l'essentiel qui n'est pas les rois, qui n'accèdent plus à notre ludothèque. Et ceci était à la fois une anticipation heureuse, puisque désormais la ludothèque est très mobilisée sur les temps scolaires, des pinces, et que donc ça restera un petit peu les temps ouverts aux familles. Voilà. Et, on est vraiment sur des croissances exponentielles, je tiens à votre disposition des chiffres, pour ceux qui s'intéressent. Je mets au voie cette délibération. Y a-t-il des voix contre? Abstention? À l'unanimité, je vous remercie. Monsieur Malmasseri, vous voulez nous proposer aussi de faire des économies, c'est l'envers du temps. Donc, il vous est demandé d'adhérer au CIPEREC. Alors, le CIPEREC, c'est le syndicat intercommunal de la périphérie de Paris pour les énergies et les réseaux de communication. Donc, c'est un groupement de commandes et on adhère à cet organisme à travers la communauté d'agglomération. La communauté d'agglomération qui adhère à ce système. Donc le but, c'est de réduire nos frais de consommation au niveau du téléphone. On estime que la réduction peut approcher entre 20 et 30%. Melun qui sont déjà adhérés ont une baisse plus conséquente encore que de 30%. Donc en fait, il y a une participation qui est de 16 355 €. C'est la communauté qui la paye et c'est réparti sur les 4 plus grandes villes de la communauté, c'est-à-dire sur Melun, Le May, Damary et Lopény. La cotisation pour Lopény représente 0,15 € par habitant, soit une somme annuelle de 1 620 €. Et toutes les petites communes ne payent pas, elles sont prises en charge par la communauté. C'est la communauté qui lui fait un montant de 2 400 €. Bon, à titre indicatif, Melun paye 6 062 €, Le May 3 162 € et Damary 3 110 €. Donc nous sommes encore en contrat avec SFR, donc on va voir si on négocie, le contrat finit à la fin de l'année prochaine, mais on peut adhérer au système quand on a la possibilité. Évidemment, toutes les villes ne vont pas tomber à l'échéance de 2015. Donc où on voit si on peut quitter par anticipation SFR, mais on risque d'avoir un débit, ou alors on attend la fin du contrat, qui sera en fin 2015. Et on adhère déjà au principe de la communauté d'adhérer au CIPEREC. Voilà, ce que je vous ai demandé. D'autoriser M. le maire à prendre les mesures nécessaires à l'exécution. Y a-t-il des questions concernant cette délibération sur notre adhésion du CIPEREC et à la communauté? Je mets au voie.
Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? L'unanimité, je vous remercie. Et monsieur Massari, je crois que vous voulez faire d'un seul tenant 3 délibérations sur, concernant l'interpellation du payeur général. Donc, on va faire, je vais expliquer sur les délibérations numéro 12, numéro 13, numéro 14. Il faut les grouper toutes les trois ensemble parce qu'elles sont liées. Alors, ça concerne en fait notre comptable du Trésor. Nos deux comptables du Trésor, le comptable du Trésor actuel et l'ancien, qui sont mis en cause par la Cour régionale des comptes concernant le versement, je dis irrégulier, de subventions au Centre des œuvres sociales de Wolbénil et à l'association de la Passerelle. Donc c'est rétroactif, ça démarre en 2008. Donc de 2008 à 2011 pour le Centre d'affaires sociales et de 2008 à 2010 pour la Passerelle. Parce qu'au-delà de 2010, on ne versait plus de subventions à la Passerelle. Alors de quoi s'agit-il? En fait, en principe, on verse toujours un acompte à la subvention. Je vais prendre un exemple chiffré, ce sera plus simple. Pour les œuvres sociales, on donne 87 000 € de subvention. Qu'est-ce qu'on fait? En février, on vote un acompte. En février, on dit on verse 50 000 € et on note acompte pour la subvention annuelle. Et au moment de la subvention, on inscrit le solde. On ne spécifie pas que c'est le solde. Donc dans l'esprit de la commune, les deux délibérations sont complémentaires. On a 50 000 € et 46 000 €, ce qui fait 87 000 €. Donc tous les comptes administratifs, effectivement, justifient ce montant. Les comptes des associations justifient ce montant. Seulement, vu de la Commission régionale des comptes, eux, ils lisent la subvention et ils voient 46 000 €. Ils disent pourquoi vous avez versé 87 000 €. On ne pourrait pas spécifier que c'était le solde. Donc ils disent au comptable du Trésor, parce que le comptable du Trésor est responsable sur ses deniers propres des versements qui sont jugés irréguliers par la Cour des comptes. Donc la Cour des comptes elle demande aux deux comptables du Trésor, c'est l'ancien, enfin celui qui était précédemment et celui actuellement, elle demande de rembourser tous ces montants. Donc c'est pas négligeable puisque au comptable du Trésor actuel, on lui demande de rembourser 149 000 € et le comptable du Trésor ancien, celui qui a été de 2008 à 2011, je crois, 81 000. Alors, il y a un petit nota, c'est que si le préjudice de la commune n'est pas reconnu, c'est le cas, parce qu'en fait, pour la commune, on n'a rien perdu. Le montant du délai, c'est une petite formule administrative, en réponse c'est sa pénalité, elle correspond à 1/5 millième du cautionnement du comptable. Et ça représente 3 000 €. Ça veut dire que vous voyez que le comptable du Trésor, il y a un cautionnement qui va jusqu'à 2 millions d'euros. Mais en général, la jurisprudence ne reconnaît pratiquement jamais le préjudice de la commune. Donc on est devant un fait qu'effectivement, ils risquent de devoir payer ces montants-là. Bon, ils ont des assurances, mais pas à cette hauteur-là. Donc on se propose, avec l'avis du comptable du Trésor, de faire suivant ces 3 délibérations. Nous allons avoir la délibération numéro 12 qui va consister à faire la modification budgétaire. C'est juste un jeu d'écriture. La délibération numéro 13, on va demander le remboursement des montants aux deux associations, au comité des œuvres du personnel et à la Passerelle. On va leur demander de nous rembourser ce montant. Et la délibération numéro 14, on va tout simplement reverser ce montant. Vous voyez bien que c'est un jeu d'écriture, mais qui va permettre d'effacer toutes les délibérations antérieures. On espère ainsi que le comptable du Trésor ne sera pas pénalisé sur ses deniers propres pour ce petit détail-là. Parce qu'en réponse, si on réfléchit bien, c'est vrai que la Cour régionale des comptes, il n'y a pas fraude, il n'y a pas de préjudice pour la commune, c'est simplement un détail sur le solde de la subvention. C'est une interprétation. La Cour régionale des comptes a considéré que pour nous, le solde, pour eux, c'était le total de la subvention. Voilà, qui provoque, mais bon, qui le fait de plus confusion. On s'étonne un petit peu quand même de l'acharnement vis-à-vis du comptable du Trésor. Donc c'est pour ça que je propose ces 3 délibérations pour l'aider à sortir de cette mauvaise. C'est aussi une manière de montrer, je pense, pour le public, qu'une ville comme la nôtre ne peut exécuter sans l'aval de l'État. C'est-à-dire que chaque euro dépensé, il est validé, ce qu'on appelle le comptable du Trésor, donc c'est le représentant du ministère de l'économie qui dit oui, vous pouvez payer, il y a une délibération, vous avez l'argent qui correspond sur votre budget que vous avez voté, voilà. Mais, vous vous souvenez, on vote quelquefois, nous,
une rétribution supplémentaire qui lui permet certes d'abord d'être conseil à nos côtés. Je peux vous dire que très souvent nous sollicitons des exercices un peu complexes pour vérifier que juridiquement ce que nous faisons est juste, mais aussi ça nous permet de souscrire une assurance. Et là, je le dis, il ne faut vraiment pas le dire, mais je trouve que juridiquement il y a un peu d'excès de zèle de la Chambre régionale, parce qu'à nouveau c'est sur un mot que le conteste, je dirais, l'acte du trésorier, que nous avons décidé d'être à côté et en soutien de celui qui chaque jour nous permet d'exécuter notre budget et nous conseille. Voilà. C'est ça le sens de ces 3 délibérations. Et je te félicite, Anselme, que je suis sûr que j'aurais pu aussi bien que toi rendre un peu compréhensible ce qui peut sembler obscur avec des mots qui font peur, Chambre régionale des comptes. Voilà. Voilà. Il y a eu a posteriori un contrôle, parce qu'il prouve aussi que l'utilité de la Chambre régionale des comptes, très souvent, est pour tout le monde. Mais là, très franchement, voilà, d'où la nécessité pour nous, et c'est aussi une manière de dire à la Chambre régionale des comptes que nous soutenons et que nous sommes à côté du trésorier. Voilà, c'est ça le sens des 3 délibérations, même si nous avons les voté séparément, et dans la motivation, comme on dit, dans l'exposé des motifs. Aussi. Donc la première délibération, c'est la délibération 12 qui concerne la décision modificative. Donc le jeu d'écriture, on rentre de 234 000 € en recettes et en dépenses. Alors, y a-t-il des questions avant qu'on rentre dans les délibérations sur l'ensemble du dispositif ou des points particuliers? Il n'y en a pas? Très bien. Donc, je mets au voie donc, la première décision modificative qui porte sur une inscription en dépenses et en recettes de 234 000 €, soit la totalité des sommes qui sont aujourd'hui contestées par la Chambre régionale. Y a-t-il des voix contre, des abstentions? 1, 2, 3, 4 abstentions. 5. Il y a deux pouvoirs là et là. Mais vous encadrez si bien, madame, que je n'avais pas vu la deuxième là. 5 abstentions, madame Lachon. Ensuite, donc, la délibération numéro 13, conformément à ce qu'a dit monsieur Malmassari. Le reversement de subvention. Reversement de subvention. Un petit détail, même on a rectifié, parce qu'en réponse sur la correction des comptes, il avait une erreur. J'avais mélangé entre la compte et le solde, donc il y a une erreur de 4 000 € sur le tableau. Donc nous avons rectifié sur le reversement des subventions. Comme quoi nul n'est parfait, mais le ménage sera. Donc dans ce cas-là, nous demandons aux associations donc, de nous restituer les subventions, c'est la délibération numéro 13. Y a-t-il des voix contre, des abstentions? Madame, j'ai une bonne nouvelle, j'en compte 5. Et enfin, la délibération numéro 14 qui sera en simultané et pour veiller dans l'exécution pour le face des journées à attribuer cette subvention exceptionnelle d'un montant équivalent avec un montant corrigé. Vous l'avez d'ailleurs marqué, bravo monsieur. Ah, une question, pardon, monsieur le président. On pourra avoir un vote séparé. Que ne ferais-je pour vous être prévenir? Bien sûr. Le centre de gestion nous a fondons et pour la passerelle, nous nous abstenons. Alors c'est un peu compliqué, je dirais que c'est un mais voilà. Oui, je dirais que c'est possible d'exprimer politiquement, mais juridiquement c'est impossible, hein, monsieur. Peut-être que nous proposons la délibération sans quoi ou alors il faudrait nous contraindre et donc les formuler à émettre à produire 2 délibérations. Mais j'ai bien compris le sens de vos réserves sur la passerelle, sans esprit polémique, et sur les œuvres sociales du personnel à voter pour. C'est bien ça. Mais à la fin, ça sera quand même des abstentions. Voilà, parce que je ne peux pas refaire 2 délits, si vous voyez ce que je veux dire. Ok. D'accord. Merci. Donc je vais même au voix, donc c'est bien sur la 14, y a-t-il des voix contre? 5 abstentions, elle est adoptée, je vous remercie. Alors, dans le même esprit, la 15. Alors dans le même esprit, la 15, c'est la régularisation des attributions des primes intramuros. Vous savez qu'il s'agit de verser une prime forfaitaire à des employés dont la fonction est reconnue itinérante. Vous savez qu'à Volpellier, nous avons une mairie centrale et puis nous avons beaucoup de services qui sont éparpillés un peu dans la commune. Donc on donnait une prime de 210 € par an pour les déplacements personnels. Chacun prenait sa voiture parce qu'on n'avait pas assez de voitures de service. Donc on avait délibéré justement pour ces montants. Et il s'avère que l'évolution de certaines missions font qu'on a donné des primes et donc à certains dont on n'a pas eu de délibération à jour. Donc le comptable de la Cour régionale des comptes a noté ce point et donc elle nous a demandé de redélibérer et de remettre à jour les
des délibérations conséquentes. Et là, ils sur ont des le choix. personnels différents. Et là, comme quoi, bon, l'écho général d'écho, parce qu'il faut vraiment le voir, ça. Il faut vraiment le voir. Et là, ils vont reconnaître qu'en droit, ils ont raison, En ils droit, ne ils vont ont pas raison. dépenser 1 euro sans qu'il y ait une délibération sur lequel ça soit. Donc nous avons étendu le panel des subventions possibles. Donc, le responsable service entretien, le directeur du accueil. Ça nous fait combien de responsables pour être en... Alors ça nous faisait 13 responsables et le montant total est de 2700 euros. Hein. C'est pas non plus, par an par an. sur le budget de la commune. Hein. Puisque les gens utilisent certes leur véhicule, mais qu'ils amortissent l'essence, l'assurance, voilà. Y a-t-il des questions concernant cette fois-ci-là, nécessité de corriger le tir? Non. Mais au vote, y a-t-il des voix contre? Des abstentions? À l'unanimité, je vous remercie. Et cette fois-ci, je passe, parce qu'on a assez entendu, Madame Bachelet pour nous présenter donc une autorisation à signer un marché. Donc c'est une autorisation effectivement de signer le marché entretien et aménagement des espaces verts de la commune. Suite à une commission d'appel d'offres du 10 octobre 2014, il a été attribué le marché à la société Chadel, 57 rue de la Libération à Boissy-le-Cuté dans l'Essonne. Cette société ayant satisfait au préalable à la nécessité de fournir les certificats mentionnés aux articles 45 et 46 du Code des marchés publics. Donc la délibération, c'est de l'autorisation à Monsieur le maire à signer cet acte d'engagement et toutes les pièces nécessaires à la conclusion du marché, entretien et aménagement des espaces verts de la commune avec la société Chadel. Tout à fait, notamment avec un soin un peu particulier sur le parc d'activité, parce qu'il faut le reconnaître ici, dans l'année qui s'est écoulée, avec outre les aléas climatiques, le parc d'activité, voilà, la qualité des espaces verts s'est un peu dégradée, hein, il faut dire les choses. Donc on a un petit effort à faire en la matière. Et puis je le dis ici parce que souvent nos concitoyens se demandent pourquoi il y a aussi des aires de feu, c'est parce que vous savez, on a renoncé aux herbicides. Et que voilà, et puis que je rappelle quand même qu'on peut toujours désherber son soir, hein, mais on doit aussi nous faire des efforts. Voilà. Alors y a-t-il des questions concernant cette délibération de production de marché sur des espaces verts? Un complément de nos services, hein. Il ne s'agit pas de remplacer les espaces verts de la commune. Je mets au voix, y a-t-il des voix contre, des abstentions? À l'unanimité, je vous remercie. Monsieur Reyes, puisque c'est une soirée sans répit, voulez-vous nous parler un peu d'urbanisme et de ravalement? Oui. Je vous explique tout ça. Donc le décret du 27 février 2014 a apporté un certain nombre d'allègements aux demandes en matière d'urbanisme. Et notamment pour maintenir, pour simplifier un petit peu, certaines communes effectivement n'ont pas les moyens que nous avons pour examiner les projets. Donc les ravalements, je vous rappelle que c'est obligatoire de faire une déclaration, n'est-ce pas, monsieur le maire? Oui, je Tout le monde doit savoir. Les ravalements notamment donc étaient dits libres, sauf lorsqu'ils font partie d'un projet plus global où on faisait autre chose que des ravalements. Donc là, le décret là, du 27 février autorise quand même les mairies à garder ce droit à une déclaration préalable de façon à pouvoir examiner l'harmonie des couleurs, voilà, on va dire ça. L'harmonie des couleurs, c'est très joli à Murano, mais enfin bon, c'est pas mon pays. Pour éviter que les gens fassent un peu n'importe quoi. Donc on vous proposera donc par une délibération du conseil municipal de maintenir cette obligation. Alors c'est un dossier très simple, il ne faut pas croire qu'il y ait 15 pages. En fait, il y en a peut-être 15 et on a rempli que 2. C'est quelque chose de très simple. C'est évidemment pour ne pas laisser le champ libre aux initiatives. Alors, vous avez la délibération. La seule chose qu'il faut changer, c'est la dernière phrase dans laquelle on a inclus les clôtures. Or, les clôtures ne sont pas touchées par ce décret. On a vérifié avec monsieur le comte, donc ça ne concernera que les ravalements. Donc j'en profite pour rappeler à tout le monde que si vous faites des ravalements, aussi petits soient-ils, aussi jolis soient-ils, il ne faut pas hésiter à faire une déclaration préalable. Voilà. Je vais passer le message. Ça, c'était une spéciale dédicace pour votre serviteur, puisque vous voyez comme quoi
j'ai pas expliqué le droit puisque j'ai repeint ma façade tout seul cet été et que je n'ai pas donné l'autorisation au maire. Mais la couleur est forte. Je pense qu'on va croiser un de ces quatre et voilà. Donc c'est pour ça qu'on se retrouve ici. Et après, c'est la singularité, c'est que cette autorisation, quelquefois, il faut se l'appliquer à nous-mêmes, puisque je sais que quelquefois certains sont étonnés des couleurs de notre belle école à Rouchamp. Alors, la difficulté, ça va être si un jour on nous présente un vert pomme ou un rose fuchsia, Murano sera de retour. Mais enfin voilà, il faut de temps en temps gérer ces contradictions entre l'univers de l'enfance et puis les façades. L'idée, pour être plus sérieux, c'est qu'il y ait un peu d'harmonie. Voilà. Les choses ont échappé. Heureusement, j'ai pas fait l'erreur, je suis resté seul, mais voilà, il y a quelques petites couleurs un peu vives qui viennent un peu jurer quelquefois dans le paysage, pénible au choix, mais enfin rien de grave. Mais voilà, en tout cas, c'était le coup de pied de l'âme de M. Reyes et Pierre de Miro pour avoir repeint cette façade. Non. Y a-t-il d'autres questions concernant cet encadrement des ravalements des façades? Je voudrais préciser aussi qu'il y aura un effort de sensibilisation de nos concitoyens, puisque nous parlons de façade. Je le regrette, si vous voulez juste 2 secondes, merci. Être vigilant sur un point, et ça doit être un travail un peu de pédagogie, parce que quelquefois les temps sont durs pour nos concitoyens, mais je m'étonne toujours que quelquefois on prenne soin de finir sa façade, de faire les murs intérieurs, et de laisser à l'abandon les murs extérieurs qui sont offerts à la vue et à l'espace public. Et très souvent, c'est une obligation qui est faite. On a été un peu libéraux en la matière, un peu peut-être négligents. Je pense qu'il ne faut pas être dans une contrainte trop forte, parce que tout ça, ça coûte un peu d'argent, mais je pense qu'il va falloir qu'on fasse un peu de pédagogie et donner du temps pour que vraiment, dans la mesure du possible, et sauf situation sociale critique, on puisse vraiment finir sa maison. Voilà, je dirais, c'est un peu, je m'étonne moi-même, mais il faut quand même que les gens puissent, notamment sur des murets, finir de peindre. Voilà, c'est pas. Nous ferons des propositions en son temps, mais je pense qu'il faut que nous ayons cette exigence en laissant un peu de temps aux gens. Pour l'avoir fait moi cet été, c'est pas insurmontable et pas non plus trop coûteux. Voilà. Nous prenons date ici. J'ai été interpellé plusieurs fois et à juste titre sur ces questions des murs dits disgracieux. Et ça vaut pour la commune, je le dis ici. Voilà. Y a-t-il des questions sur ce ravalement? Il n'y en a pas, je mets au point, y a-t-il des voix contre? Des abstentions? À l'unanimité, je vous remercie. Alors, M. Malmassari, vous prenez une fâcheuse habitude, il semble qu'à chaque conseil municipal, vous sentiez l'envie de nous parler d'eau, d'histoire d'eau. Voilà, et conformément à ce qu'on avait évoqué la dernière fois sur l'acquisition de l'eau auprès de la ville d'eau de Melun, je vous donne la parole. Donc, il s'agit de la convention de fourniture d'eau par la ville de Melun. Vous savez que nous achetons l'eau à Melun. Donc le contrat qui nous liait à Melun prend fin en décembre 2014. Donc Melun a renégocié cette année sa DSP avec sa DSP eau en mars 2014. Et donc elle nous propose un nouveau contrat de fourniture d'eau à partir du 1er janvier 2015. Alors ce contrat amène une baisse du prix de l'eau. Et il a une particularité, ce contrat, c'est qu'il y a une option. Il y a une option qui est à lever avant décembre 2015. Et cette option concerne la création d'une unité de traitement à Bocise-la-Bertrand, qui permettrait en fait de puiser l'eau dans la Seine. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on est sur la nappe de Champigny, on s'avère que ces nappes un peu s'affaiblissent. Et donc l'idée, c'est de puiser l'eau de Seine à Bocise, de créer une entité, il y a la traiter quand même avant de remettre à la consommation. Et donc, l'option, c'est décembre 2015. Alors, si l'option est prise en décembre 2015, c'est-à-dire que l'usine va démarrer, il y aura une augmentation, effectivement, qui va intervenir en avril 2016. Une augmentation qui va être un peu assez conséquente quand même. Si l'option n'est pas prise, le prix de l'eau reste tel qu'il est signé pour 1er janvier 2015. Mais que nous absorberons-nous la baisse qui va intervenir en janvier 2015, elle est en partie, nous, va être atténuée parce que, vous savez, on l'a voté au dernier conseil municipal, nous allons faire des travaux de connexion de la zone industrielle. Vous savez que puisqu'on a récupéré la zone industrielle aujourd'hui dans nos délégations de services publics, et ça a nécessité de faire des branchements de compteurs, parce qu'il fallait vraiment isoler la zone industrielle de Melun. Donc cette baisse va être un peu atténuée parce que
Veolia va faire ses branchements. Donc nous, on doit aller jusqu'en mars 2016. À partir de mars 2016, de notre part, il y aura une baisse puisque Veolia aura payé ses travaux. Donc probablement, si l'option est levée en mars 2015, cette baisse va venir à peu près en même temps que l'éventuelle augmentation du prix de l'eau due à l'usine de traitement. Donc c'est une augmentation qui pour nous sera compensée. Et probablement qu'on baissera aussi notre surtaxe de l'eau pour pratiquement annuler cette hausse qui est conditionnée à la création de l'usine qui sera faite à Gauthier, qui n'est pas revenue. Nous avons jusqu'en décembre 2015 pour lever cette hausse. Voilà. Y a-t-il des questions concernant cette délibération d'histoire d'eau? C'est un vrai sujet, hein, la question de notre sécurisation de l'alimentation, parce que la nappe phréatique de Champigny est ce qu'on appelle en stress hydrique. J'ai révisé mes notes avant de venir. Ça veut dire qu'en fait, on prélève bien plus que ne permet aujourd'hui, si je crois, les études hydrobiologiques, c'est comme ça qu'on dit, et qu'il y a un petit risque hein, quand même qu'on ne tarisse ces nappes, donc il faut des alternatives. Hein. Je rappelle aussi une partie de l'eau de la Seine-et-Marne alimente Paris. C'est aussi pour ça que nous avons ces difficultés et qu'il faut être un peu stratège et anticiper de ne pas se retrouver dans une situation critique. D'autant que l'eau ici à Vaudeville, on en a. Et quand elle tombe, quelquefois, on en prend pour quelques années. Hein. Voilà, mais en tout cas, ce que je vous confirme ici, ce qui avait été dit lors du dernier conseil municipal, lorsque nous en parlons de fiscalité, c'est que je confirme bien qu'après que nous avons, en 2015, c'est l'année pleine, baissé le prix de distribution de l'eau, 1er janvier 2015, le prix de l'eau baissera aussi. Je mets au voie cette délibération. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? À l'unanimité, je vous remercie. Monsieur Malmassari, toujours sur une modification du tableau des effectifs. Oui. Donc il s'agit de modifier le tableau des effectifs à compter du 1er novembre 2014. C'est un poste d'adjoint technique deuxième classe qui attend non complet 26 heures par semaine et de le créer un poste d'adjoint technique deuxième classe à temps complet. Donc c'est la création d'un demi-poste, mais dans ce même service, nous avons à assurer le remplacement d'un très long accident de travail qui va se conclure par une retraite pour invalidité. Donc au lieu de remplacer à temps plein cette personne, elle sera remplacée qu'à mi-temps, et le mi-temps, ça permettra un temps plein à, c'était l'objet de la modification aujourd'hui du tableau des effectifs. Donc c'est un transfert du remplacement. Si je n'ai pas bien compris, nous avons un remplacement pour invalidité qui va arriver, qu'on remplace, ça fait un temps plein, donc on ne le remplacera qu'un mi-temps, et le mi-temps viendra sur cette personne-là. Il s'agit en fait de renforcer la restauration scolaire, hein, le poste dont on parle. Pas... Donc budgétairement, on est dans la même zone, il n'y a pas de création. Oui, c'est pas une création de poste, il n'y a pas d'impact budgétaire, il s'agit de répartir différemment le temps de travail pour améliorer encore le service offert aux enfants de la restauration scolaire, parce que c'est aussi, maintenant qu'on a passé la rentrée, on nous dépense, on a une vision beaucoup plus fine des besoins personnels, notamment sur la restauration, l'accompagnement en restauration, mais aussi sur les fameux TAP ou MAP, d'autres, puisqu'on a pratiquement stabilisé le nombre d'enfants que nous accueillons dans les différents services. Y a-t-il des questions concernant cette délibération de modification du temps de travail? Bon, je mets au voie, y a-t-il des voix contre, des abstentions? À l'unanimité, je vous remercie. Maintenant, nous passons, M. Malmassari, à la préparation des temps scolaires. Oui. Donc c'est la délibération 20 et la 20-20-10. Donc en fait, on a vu l'expérience des deux derniers mois, on doit de renforcer les vacations au niveau de la restauration et au niveau des temps du TAP. Donc en restauration, nous avons un peu de difficulté à maintenir la moyenne que nous avons fixée, c'est-à-dire un animateur pour 20 dans l'élémentaire, un animateur pour 12 dans les maternelles. Donc ça c'est dû à divers causes, des absences, des arrêts maladie et la formation nécessaire. D'où le renfort de 3 postes à 120 vacations chacun au niveau restauration scolaire et le renforcement de 2 postes à 18 vacations chacun au niveau des TAP, oui maintenant on les appelle les NAP.
Nouvelles activités périscolaires. En anglais, ça veut dire sieste. Oui, ça me ça. Sieste. C'est amusant parce que C'est finalement, ça touche un peu le cœur de la réforme. C'est vrai. C'est le but. Je me demande si c'est pas un clin d'œil, parce que ça s'est fait pendant le mois de juillet, c'est François aussi. Un peu d'esprit ne fait pas de mal. Voilà, donc sur passer ce temps de sieste, Voilà, donc ça concerne la délibération 20 et 21. Et au niveau bilan d'année, on fera un bilan vraiment comptable à la fin de l'année sur le coût des TAP. Aujourd'hui, on fait une première étape, on comptabilise tout ce qui est du ressort accueil périscolaire. Donc on globalise les heures supplémentaires et tout. Et à la deuxième étape, on retraite avec, en fonction des heures libérées. C'est-à-dire que tous les centres de loisirs du matin qui ont été libérés ont été réemployés sur les temps périscolaires. L'école multisport aussi. Donc tout ça, ça viendra en moins et on aura un chiffrage réel des TAP à la fin de l'année. merci M. Manassari. Donc il y a des questions concernant ces délibérations. Je mets au voie donc la première délibération numéro 20 sur l'évacuation d'agents d'encadrement d'instruments scolaires. Y a-t-il des voix contre, des abstentions d'unanimité? Je vous remercie. Et enfin sur celle qui porte sur la rémunération des agents pour les NAPTAP. Merci bien. Y a-t-il des voix contre, des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Dans le même esprit, M. Manassari, sur la rémunération de la vacation de notre psychologue qui intervient dans l'université des parents. Dans le cadre de l'université des parents, nous avons un psychologue qui assure des vacations pour les familles en difficulté. Donc nous proposons, c'est 42 vacations de 3 heures pour l'année 2015. 42. Alors 42. Ah, c'est 44. Oui, c'est 42. Bien sûr, hein, monsieur. Monsieur Manassari, le chiffre, il prend plus faible. Voilà. Ça, c'est dit. On voit des chiffres, on les rend plus faibles. Et de rappeler que ce sont environ 10 familles qui sont concernées, outre les entretiens individuels, je pense que vous Oui, il y a des familles. Et puis il y a des cycles, des ateliers, hein, parce que le sujet c'est autour de la parentalité et puis des tensions que rencontrent certaines familles avec leurs enfants. Donc il y a des ateliers, hein, il y en a qui De février à juin, il y a un premier cycle et un deuxième cycle à partir de novembre. chaque fois une douzaine de participants. Voilà à quoi est consacré cet argent, donc je peux vous dire qu'il est dans certains cas très utile. Y a-t-il des questions concernant c'est la question de notre psychologue? Je mets au voie, y a-t-il des voix contre, des abstentions à l'unanimité? Je vous remercie. C'est bientôt Noël, ça ne vous a pas échappé. Il est temps de faire un geste à l'endroit des enfants du personnel, monsieur. Voilà, donc nous avons l'acquisition de chèques cadeaux pour les enfants du personnel communal. Donc nous avons décidé d'acquérir 206 chèques cadeaux d'une valeur faciale de 25 € plus 16 € de frais de gestion, soit pour 5 166 €, en vue de les attribuer aux 206 enfants du personnel communal. Voilà, c'est chouette, on nous fait quelques années de ne plus offrir les cadeaux qui quelquefois ne les rendaient pas heureux. Et ça permet aux parents et aux enfants, j'espère, de faire de jolies lettres au Père Noël Herrero et ses amis pour leur demander un autre jour. Il y a quand même un encadrement sur les cadeaux qu'on ne peut pas acheter non plus n'importe quoi. Oh non, ça je regarde de près. D'accord. J'aurais le métier du directeur, j'aurais pas de cadeau cette année. Y a-t-il des questions concernant les cadeaux? Ne pas confondre avec des personnages célèbres et du seul. Bon. Je mets au voie, y a-t-il des voix contre, des abstentions à l'unanimité? Je vous remercie pour les enfants du conseil. Maintenant, nous allons un peu solliciter M. Manassari, le conseil général. Oui. Donc c'est l'avenant à la convention entre le département de Seine-et-Marne et la commune de Golpénil concernant la subvention allouée pour le service culturel. Donc, comme tous les ans, on vote cette subvention qui est cette année de 30 864 € et qui est en nette diminution par rapport à l'année dernière, puisque l'année dernière devait être de 43 000. Donc vous voyez, toujours le cycle infernal, les subventions qui baissent. Donc 30 000 € quand même, 30 000 € 864 pour le service culturel. Après la suite quand même. Excusez-moi, monsieur le Mérinet, parce que je crois que c'est interdit de rapporter les ministre de la Culture. Pardon, Henri.
C'est de l'argent. C'est pas d'accord. Mais dès qu'on met 1 euro quelque part, M. Baldassari, c'est pas légitime pour en parler. Mais il est tellement bon. Alors, il y a des questions forcément dans cette délibération pour faire appel au Conseil général. Je vais ouvrir des débats contre des abstentions. Vous n'aurez pas d'argent pour le Conseil général. Écoutez, tant pis. Nous demanderons tout de même. Je vous remercie. C'est adopté. Alors, je voudrais maintenant que nous abordions un sujet à la fois grave et un peu prospectif, puisque je voudrais revenir sur un récent épisode que nombre de péniboxois ont partagé peut-être à certaines heures ou à certains moments. Je veux parler de la présence 13 jours durant d'une communauté des gens des voyages à Volpénie. Je veux revenir parce que je dirais que la coupe est un peu pleine, mais il nous faut aussi nous prendre notre part. Je le dis ici parce que j'en suis le premier responsable. On avait beaucoup travaillé avec les services. Je le dis ici aussi beaucoup investi pour préserver l'arrière de la buissonnière de ce futur parc qui un jour prendra forme. Et puis, je le dis ici, le génie des gens du voyage est quelquefois supérieur à celui de nos techniciens maison qui pourtant, Dieu sait, n'en manquent pas d'intelligence. Et le génie est d'autant plus aisé quand on décide de casser et de broyer. Parce que c'est ce qui s'est passé. On était quelques élus un dimanche à regarder un match de foot à la Buissonnière, les U17 qui ont perdu ce jour-là, je le dis 3-1. M. Pardola a eu la gentillesse de m'appeler lundi, je crois, pour faire part de ce qui se passait. Le dimanche, pardon. Oui, c'est vrai que je me suis dit, mais qui m'appelle ? On a échangé sur la question, et je le dis ici, il y a eu entre 200 et 250 caravanes d'une église évangélique. Je m'attendais à leur venue, je le dis ici pour être complètement transparent, puisque j'avais vu le pasteur qui porte le nom célèbre pour un pasteur évangélique de Samson païen, qui donne envie de m'autant sourire aujourd'hui, avec lequel j'avais passé un accord, qui était le suivant et qui ne m'a pas respecté. C'était la communauté qui était venue 1 an avant. Je le dis ici, les choses s'étaient bien passées même si on avait été investi, mais le camp était tenu, bien tenu, et quand il était restitué, ils ont payé une partie de la facture finale. Pas la totalité, ça serait manqué. Il était venu me voir en me disant qu'il cherchait un terrain puisqu'il venait de Versonnier, il allait d'un terrain à l'autre. Et j'avais passé l'accord suivant avec lui, c'est-à-dire je prenais l'engagement au nom du conseil municipal d'ouvrir une négociation qui avait été abandonnée depuis, on va dire, 10 ans, visant à créer une aire de grand passage et engageant nos 2 territoires qui sont le SAM de Sénart et la communauté d'agglomération. Parce que vous savez qu'il y en a une, l'aire de grand passage, elle n'a de nom que, je dirais, son apparence d'air, à Moissy-Cramayel, qui s'est finalement sédentarisé. Car les gens qui y sont, pratiquement 2 voire 3 mois, c'est un peu comme nos aires, puisque nous sommes en conformité avec la loi des aires d'accueil des gens du voyage. Volpénie est en règle avec la loi, mais les gens qui s'y sont installés, ils sont à demeure et sont sédentaires 11 mois durant. Ça n'a plus la vocation que ça devait avoir, c'est-à-dire de permettre une rotation pour ceux qui ont fait un autre choix de vie que le nôtre, visant à voyager, que ce soit pour des raisons personnelles, culturelles, que c'est leur liberté. Il n'a pas respecté cet accord, et surtout, on a pu nous identifier qu'il y avait encore des points de faiblesse dans notre dispositif dissuasif. Ça a été un peu rude. Hein. Je me suis retrouvé le dimanche avec quelques gens musclés. Et puis à un moment, au nom de l'ordre public et de la sécurité de l'environnement, et sachant que la police nationale ne pourrait pas bloquer tout ça, entre guillemets, j'ai laissé faire. Je n'allais pas y laisser mon corps non plus, j'ai d'autres choses à faire d'ici là, mais j'ai préféré prendre le parti d'un climat pacifié que d'être dans une tension qui aurait pu rejaillir sur le reste de la population. C'est ma responsabilité. Immédiatement, nous avons procédé aux démarches auprès de la préfecture, de la police nationale. Et je veux ici dire et saluer le préfet, dont la main n'a pas tremblé, puisqu'il a immédiatement, après instruction, je remercie monsieur le directeur général qui a instruit ça
entre le dimanche et lundi, instruit pour que nous obtenions l'expulsion des gens du voyage. Motivé sur le plan juridique, puisqu'il y avait des éléments de l'ordre public, des enjeux sanitaires qui plaidaient en faveur de cette expulsion. Seulement, au génie technique, il ajoute quelquefois le génie juridique, parce que personne n'en veut. Il y a les choses. Personne n'en veut des gens du voyage. Ils en veulent être nos concitoyens français, personne n'en veut. Et que donc la règle habituelle, c'est qu'on signifie l'expulsion par les forces de l'ordre. Ensuite, on porte plainte, on appelle, on joue avec les délais. Bref, je ne vais pas faire ici un exercice de droit, mais au final, on arrive toujours à la quinzaine de jours avant que les forces de l'ordre ne soient mobilisées lorsque le préfet en dispose. Et vous savez, la situation nationale et internationale, l'essentiel des forces de l'ordre sont aujourd'hui mobilisées autour de Paris et de quelques points stratégiques comme les gares, puisque voilà, le pays est en guerre. Il a échappé à certains et que donc il y a un danger potentiel qui pèse sur notre pays et qu'il fallait sécuriser certains endroits. En tout cas, le préfet a été à nos côtés et en notre nom, je n'ai pas manqué de lui écrire pour le remercier de cette diligence. Pour autant, quand je dis la coupe est pleine, c'est qu'il n'est pas hors de question que les pénibauchois paient la facture finale. Hors de question. Et dernière, c'était acquitté M. Payen d'un montant qui, passant par une association qui s'appelle Le Rocheton, avait été versé, je pense, votre couvert au Centre communal d'action sociale. De mémoire, on devait avoir un peu plus de 2000 €, qui correspondait peu ou prou à ce qu'avait coûté la location pour remettre des pierres et puis la consommation d'eau. Dès leur installation, nous avons installé des compteurs d'eau. Je le dis ici, ils ont vite disparu. Non mais voilà, il ne faut pas se raconter l'histoire. Nous avons évalué aujourd'hui le préjudice pour la commune. Je le dis ici, il n'est pas hors de question que ce ne soit pas remboursé à l'euro à la commune d'une manière ou d'une autre. Il y aura deux biais. En gros, sur la mise en sécurité du chemin d'accès qui a été opéré, il y en a pour 1116 €. Sur la barrière forestière qui a été découpée et la signalétique qui a été endommagée, il y a une facture de 1560 et 1250 €. Et j'ai décidé d'y rajouter les heures des agents, car dès le dimanche du départ, j'ai pris la décision de mobiliser nos services parce que le parc de la Buissonnière, c'est un parc public. Il était hors de question d'offrir ce capharnaüm, c'était vraiment terrible, c'était le moment des pluies. Il fallait nettoyer pour nos concitoyens. Donc, on a rajouté 7400 € de temps de travail des agents. Parce que c'est ce que ça a coûté sur plusieurs jours. C'est 7 personnes sur 2 jours pour nettoyer pratiquement l'ensemble. Soit une facture, au total de 7400 € avec les frais de personne. Excusez-moi, je vais aller un peu vite. Donc nous avons porté plainte contre la communauté des gens du voyage et nous avons émis ce qu'on appelle des titres de recettes pour recouvrer le montant puisque nous avons des adresses et je ne lâcherai pas ce point de vue. Voilà, je dis ici, il faut respecter la commune et les pénibauchois n'ont pas à payer. Parallèlement, parce qu'il existe à la communauté d'agglomération une délibération dite cadre qui permet, puisque c'est une compétence, même si un schéma départemental c'est une compétence de la communauté d'agglomération, de venir en soutien des communes qui pâtissent des dégradations résultant de la présence des gens du voyage, puisqu'il n'y a pas d'aire de grand passage. Et j'en ai déjà parlé au président, donc il y aura une délibération selon que nous prospérerons dans le recouvrement de la somme à l'encontre des gens du voyage. À défaut, c'est la communauté qui viendra rembourser, comme elle l'a fait dans d'autres communes par le passé. C'était à Bossis, monsieur le France, qui avait eu une facture finale d'un peu plus de 20 000 € à l'époque. Quant à l'eau, je le dis ici, elle est perdue. Donc je ne vais pas inventer un montant, on essaiera de forfaitiser. Je ne doute pas que le pasteur viendra me revoir et nous discuterons en ce moment. Il y aura un peu de négociation. Et puis ensuite, il y a l'avenir. On en a parlé, M. le porte-là, au téléphone. Et donc, les services ont refait un tour du site.
Et il y a quelques décisions qui seront prises afin encore d'améliorer la sécurité, mais je le dis ici maintenant, je ne dirai plus cette fois-ci, il n'y a aucun risque, parce que c'est pas vrai. Entre le génie et puis les moyens mobilisés par les gens du voyage parfois, qui ouvrent des bulles, qui... Voilà, je vais peut-être vous étonner, mais à la fois, c'est comme vous savez, l'instinct de survie des gamins qui traversent la Méditerranée quelquefois d'autres n'ont pas le choix. Et je peux le comprendre. Je le regrette, je le condamne, je le comprends. Et donc, nous avons décidé d'apporter de nouvelles modifications, notamment sur ces fameux merlons végétalisés. On a identifié 10 points qu'il faudra conforter. Merlons végétalisés, c'est assez simple, c'est pas très coûteux, c'est des grosses roches, et ensuite de la végétalisation autour. Parce que je rappelle, il faut qu'on permette l'accès à la buissonnière, aux pompiers, aux forces de l'ordre, bref, tout ce qui nécessiterait des interventions rapides. Il arrive qu'un gamin se tord d'une cheville quand il joue au foot, il ne faut pas que ça prenne 2 heures. Donc il faut créer les conditions. Et enfin, qui est le point de faiblesse, puisqu'on a créé une coulée verte, d'abord pour nos concitoyens qui sont 365, moins 15, 350 jours l'année, un espace ouvert qu'on a voulu. Et je ne me vois pas, moi, grillagé. Je pense pas que c'est pas un truc. Mais en revanche, on verra si c'est ça la solution. Il y a un seul aspect avant que nous réalisions ce parc qui est dissuasif, c'est de labourer. Car à l'expérience, c'est ce qui dissuade le plus, parce que c'est difficile de rentrer quand une terre est labourée avec une caravane. Donc c'est la décision que nous prendrons. Je ne peux pas vous dire quand, parce que je ne suis pas assez spécialiste pour vous dire à quel moment ça se fera. Et que nous savons qu'il y a une saisonnalité autour de l'immigration des gens du voyage, qui correspondent à des temps culturels, des temps, quelquefois des logiques qui sont de 40, 50, qui vont d'un point à un autre, pour éviter qu'ils ne reviennent sur notre commune et que chaque fois on ait une facture à payer alors que nous sommes en conformité avec la loi. Parallèlement, nous avons saisi le préfet du département, saisi le président de l'agglomération, avec qui j'en ai parlé, le vice-président en charge des gens du voyage, et je demande à mes collègues qui aujourd'hui sont inscrits, et vous en êtes dans cette commission, d'aller défendre les intérêts de pénibles pour créer cette aire de grand passage. Hein, parce que maintenant, elle avait failli voir le jour il y a un peu plus de 10 ans, et pour des raisons bassement politiciennes, je ne citerai aucun nom, bassement politicienne, ça ne s'est pas fait. Alors qu'il y avait une solution qui se dessinait, une commune qui était prête à les accepter. Il y a eu un accueil favorable en bureau communautaire pour examiner cette solution et une réunion prochaine se tiendra avec les élus du sein de Sénat-Raguenot parce que ce sont les mêmes qui vont de Réau à Versailles, Volpénil, Montreux-sur-le-Jardin. Donc ça ne peut pas être juste. Et on en revient à ce qu'on se disait tout à l'heure sur un destin en partage. Donc il faut qu'on le traite ensemble et qu'on le prenne en charge ensemble. Il faut faire quoi? Et je me félicite de ce qu'a déclaré lors de la réunion auquel je faisais référence, qui réunissait les maires des cantons de Melun. Le secrétaire général de la préfecture a dit qu'il se saisirait personnellement de ce dossier, et comme il l'avait fait dans l'Hérault, je le cite, nous trouverons une solution. D'abord, pour préserver ce qui est notre vocation au terrain, mais aussi garantir la dignité due aussi à des gens qui ont fait un autre choix de vie. Ce n'est pas les parias. C'est nos concitoyens, ils ont fait un autre choix de vie, donc il faut créer les conditions qui désirent les grands passages. Un aire de grand passage, ça veut dire quoi? C'est pas des milliers des cents. C'est probablement acheter une terre agricole qui permet d'accueillir 200 à 250 caravanes. On sait quand ça passe et qui passe désormais, avec un point d'eau et un point de branchement électrique et des compteurs. Et une entrée, une sortie qui permettent de contrôler. Et je dis que c'est possible parce que quand on prend l'exemple de ce qui se passe à Volpénil ou à Melun, les gens qui sont installés paient. Ils paient. Voilà, remis sur l'ongle, et puis ils partent tous les mois d'août. Il y a l'entretien courant. Souvent ce sont les mêmes, alors ça va d'ailleurs. Voilà ce que je voulais vous dire sur cette situation qui est toujours, pour nous élus, difficile et délicate, souvent tendue pour ceux qui habitent à proximité, d'autant que ce que nous avons eu à regretter, c'est qu'il n'y a pas eu, je le dis ici, ce
souvent il y a le fantasme des gens du voyage sur les questions d'insécurité et de vol. À l'heure où je vous parle, moi, je n'ai pas eu d'indication sur, en dehors de ce qui s'est passé dans notre commune au début de la presse, qui n'a rien à voir avec les gens du voyage, parce que suivant le braquage récent, on sait désormais qui c'est, et ce n'est pas les gens du voyage. Je peux vous le dire. Pas de récit d'information, mais dans les relations que nous avons avec la police nationale, on a des informations assez précises. Et pour autant, il faut trouver une solution. Il faut trouver une solution. Il faut qu'on soit là-dessus unanime et fort. Il faut qu'on dise qu'une nouvelle fois, parce qu'ils trouvent le bénéfice très agréable. Hein. Ils ont roulé très vite cette fois-ci. Trop vite. Et ça a été tendu. Je vous l'ai dit plus que ça n'a été par le passé, parce qu'il n'y a pas eu le même accueil qu'il y était précédent. Voilà ce que je voulais dire ici dans le conseil municipal entre les faits, la réalité des faits, le point de vue personnel que j'ai sur cette question, mais je crois qu'il traduit bien celui de la majorité dont on a parlé, et les mesures que nous devrons prendre, et je dis ici qu'il y aura un coût. Pas énorme, mais il faudra encore réinvestir sur cet espace-là, et nous récupérons à l'euro ce qui a été dépensé pour les bénéfices sur cette question. Voilà. C'est des commentaires ou des questions. C'est juste un point d'information, il n'y a aucune délibération. Nous présenterons au conseil municipal des points, je tiendrai à votre disposition la cartographie pour bien vous montrer que ce n'est pas habituel. Sur ces fameux points de renforcement, on a encore trouvé nous-mêmes des failles sur notre dispositif. Voilà, j'en ai fini avec les gens du voyage et de la renforcement interne de ce conseil municipal. Quelques petites infos, je voudrais indiquer au public comme au conseil municipal, parce que vous avez pris l'engagement de s'organiser mieux, nous progressons. Le prochain conseil municipal aurait lieu le jeudi 11 décembre à 20h, ici même, et sans la bûche. Alors nous avons quelques remerciements. Je ne citerai pas certains cas des personnes, mais c'est une manière pour moi de saluer le travail d'une de nos collaboratrices, je pense à Siazaïd, qui à mes côtés reçoit souvent des gens qui recherchent l'emploi, alors on reçoit des gens qui l'aident. Et quand elles permettent d'aboutir, je veux les citer, ou quand nous permettons à des jeunes femmes d'accéder au lycée et on a un accueil bienveillant, donc là on est maître d'une famille de Velin qui nous remercie pour notre intervention, qui a permis à jeune fille d'intégrer un bac ASSP, je ne sais plus ce que ça veut dire, c'est professionnel, c'est les services à la personne. Les services à la personne, voilà, qui a la famille à laquelle nous remercier. Sur l'emploi dont je vous parlais, donc c'est une famille de Volpénil qui remercie Madame Zaïd, puisque ça a permis, avec des bons conseils, un jeune garçon de 20 ans de trouver un emploi dans le secteur de la menuiserie aluminium, enfin menuiserie métallique et serrurerie. Les remerciements du district Sud 77 de football, qui nous remercie, qui remercie la ville pour la mise à disposition des terrains de foot pour les U6 et U7. Moi, je trouve ça triste. Avant, quand j'étais gamin, je jouais au foot, on était mini, Toussaint, junior. Ah, les acronymes. Mais c'est U6, U7, vous avez compris quel âge ils avaient. Moi, je n'avais pas compris au début, mais maintenant je sais. Donc, ils nous remercient. Ensuite, nous avons les remerciements d'une dame. Ça me permet de saluer mon collègue Laurent Vandenbroek, qui nous remercie pour la bonne tenue de notre cimetière. Il y a eu un petit flottement, et Laurent a trouvé une solution qui a permis de remplacer M. Sapp. Et je m'interroge parce que M. Vandenbroek va tous les jours au cimetière pour vérifier la bonne tenue. Et nous avons une de nos concitoyennes qui va vous remercier sur les efforts qui sont consentis pour ce lieu de mémoire. Et puis enfin, je remercie ainsi tout le conseil municipal, c'est par anticipation un mot de M. Bernard Fleury, qui est donc le fameux comptable du Trésor. Je remercie la ville d'être à ses côtés et par anticipation d'avoir délibéré, j'allais dire alors pour sauver son honneur et j'espère éviter qu'on ait à prélever sur ses fonds. J'en ai terminé en ce qui me concerne et j'invite le conseil municipal, s'il y a des questions diverses, je vous donne la parole. Il n'en a pas. Il est tôt, c'est bien. Donc la séance est levée.